Famille, justice, enfance. Bienvenue sur RLP dans Famille, Justice, Enfance numéro 130. Pour aujourd'hui, un spécial Winnicott avec Joël Clerget, que vous avez déjà entendu sur cette antenne. Joël Clerget est psychanalyste et enseignant à Lyon, auteur chez RS d'un ouvrage notamment sur Donald Winnicott aujourd'hui, et membre de l'association internationale consacrée à cette personnalité. Voici donc la première partie d'une série de 4 émissions consacrée à un auteur phare de la littérature anglo-saxonne, Donald Winnicott. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Joël Clerget pour un spécial Donald Woods Winnicott. Winnicott, son nom est très connu, on l'associe souvent au doudou. Déjà, Monsieur Clerget, vous êtes ici avec nous ? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Donald Woods Winnicott, qui était-il exactement ? Alors, Winnicott, Donald Woods, donc de son prénom Donald, de son nom Woods, Winnicott. Woods, c'est le nom de sa mère. Il était né donc en 1896 à Plymouth et il est mort à Londres en 1971. C'est un homme qui n'est pas mort très âgé, il avait à peine 75 ans. Et d'ailleurs, à cause de ses problèmes de santé, la question de la mort l'a préoccupé relativement tôt. Alors je précise qu'il est très connu pour de noms comme ça, mais on connaît souvent mal ce qu'il a avancé, ce qu'on va donc essayer d'envisager ensemble. Alors je voudrais juste commencer pour donner un petit trait qui lui était bien propre. Il avait un humour très anglais, so British comme on dit. Et juste avant sa mort, sa femme Clara, il a eu 2 femmes durant sa vie, une première Alice et après Clara, avec qui il a vécu les 20 dernières années de sa vie. Et c'est un homme qui, bien que psychanalyste, n'a jamais cessé d'être un pédiatre, ce qui était sa formation de base. Il était pédiatre d'origine. Et ça a été très important parce qu'il a beaucoup écouté les enfants et il avait coutume de dire un jour à la Société de psychanalyse anglaise, il avait été un peu apostrophé par ses collègues, puis il s'était un peu énervé. Puis il leur avait répondu, alors je m'excuse, je vais le prononcer en anglais, mais ça va être pas très bien. There is no such thing as a baby. Ça veut dire il y a rien n'existe d'une chose comme ça que une chose qu'on appelle un bébé, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il vous disait, quand vous voyez un bébé, vous le voyez dans son landau et vous voyez toujours quelqu'un qui pousse le landau. Donc il n'est jamais absolument tout seul. Alors je voudrais revenir à son petit trait d'humour. C'est que sa femme lui avait demandé d'écrire sa biographie. Et puis il n'avait jamais trouvé comme titre mieux qu'une phrase d'un grand poète anglais, T.S. Eliot, qui est un poète assez hermétique, mais qui est très très beau, que Winnicott cite souvent. Not less than everything, c'est-à-dire rien moins que tout. Alors voilà comment il commence. Il dit « Je suis mort ». Ce n'était pas très agréable. Et il me semblait que ça prenait pas mal de temps. Mais enfin, ce n'était qu'un moment dans l'éternité. Le corbillard était froid et inamical. Voyons un peu. Qu'est-il arrivé quand je suis mort? Eh bien, ma prière avait été entendue. J'étais vivant quand je suis mort. C'est là tout ce que j'avais demandé et je l'avais obtenu. Il avait écrit effectivement cette prière « Oh God, may I be alive when I die » « Ô Dieu, puissais-je être vivant quand je meurs ?» Voilà, donc ça a été, vous voyez, donc il faisait même de sa mort un petit possible trait d'esprit. Et c'est vrai que l'esprit anglais est très marqué dans son œuvre. Par exemple, à 16 ans, il s'était cassé une clavicule sur le terrain de sport, donc il a été à l'infirmerie du collège pendant quelque temps. Et puis, du coup, il voulait pas dépendre toute sa vie des médecins, donc il s'est dit, le meilleur moyen de m'en tirer, c'est de devenir médecin moi-même.
Ce qui fait qu'il a fallu convaincre son père. Et puis, de plus, il avait 22 ans en 1918 et il avait perdu beaucoup d'amis proches qui étaient morts à la guerre, ce qui l'avait beaucoup affecté. Et c'est vrai il était animé d'un sentiment de responsabilité pour faire vivre ceux qui étaient morts. Donc, il a eu, dans sa vocation de médecin, des éléments, comme nous tous, dans le choix de notre métier, des éléments de vie personnelle, forcément. Alors, juste un dernier petit trait qui tient au fait que, donc, Winnicott étant britannique, il écrivait en anglais, et il a beaucoup utilisé une forme qui existe dans la langue anglaise qu'on connaît moins en français, qui est la forme progressive. On peut dire being, doing, playing, dreaming, etc. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se déroule. Moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé dans mes écrits des termes qui sont en français, qui sont des termes qui se finissent par ance, A-N-C. Par exemple, accueillance, c'est le fait d'aimer accueillir, portance, arrivance. Oui, j'aime bien ces mots qui décrivent un processus. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc, Donald Woods Winnicott est né à Plymouth en 1896. Il est mort à Londres en 1971. Voilà. Et surtout, il parle de deux termes qui sont bien connus maintenant des professionnels, le care et le cure. Comment entend-on ces deux termes? Voilà. Alors, il y a effectivement dans son œuvre, comme d'ailleurs beaucoup dans la langue anglaise, deux termes qui ne recouvrent pas des éléments tout à fait identiques dans la langue française. Donc, il y a le terme de care, dont on parle beaucoup chez les travailleurs sociaux, par exemple, ou en médecine, ou dans les soins, et puis le terme de cure. Disons que le terme de care, give, caregiving, etc., c'est l'idée de prendre soin de. C'est-à-dire que c'est pas forcément le soin à, mais c'est prendre soin de, et cure, c'est le soigner. Donc le care, le premier terme, intègre le souci, la préoccupation, l'attention à soi et à l'autre, voire l'inquiétude, s'inquiéter du devenir d'un autre, ça a une pleine valeur humaine, c'est très humain de s'inquiéter, de se soucier de l'autre. C'est-à-dire que vous voyez bien que ce soin-là se rapporte à notre vulnérabilité, et puis cure, c'est plutôt du côté de la guérison, du soin de la maladie, du remède, du traitement, des soins. D'ailleurs, en France, on a cure thermale, par exemple. Le mot de cure aussi nous raconte aussi une histoire. D'ailleurs, Winnicott, qui jouait sur les mots, il disait aussi la cure, je sais pas si c'était pareil en anglais, c'est aussi là où habite le curé. Donc, il avait toujours des petits traits comme ça. Et alors, ce qui fait que ça lui fait concevoir la santé sur un mode très particulier, parce que pour lui, la santé, c'est la maturité qui se rapporte à l'âge d'un individu. Par exemple, il dit, il est sain d'avoir 6 ans à 6 ans. Et ça, c'est important à rappeler qu'il est sain d'avoir 6 ans à 6 ans, c'est-à-dire que de ne pas vouloir être toujours un bébé ou de ne pas vouloir être plus grand que son âge. Voilà. Ça, faut correspondre à ce que l'on est. Oui, bien sûr. Voilà. Et dans le temps où l'on est, dans le moment de sa vie. C'est un peu une façon d'être vivant au présent, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas de projet ni de passé, bien sûr. Alors moi, ce mot de soin et de soigner, m'a toujours évoqué quelque chose que je tiens de ma mère. Quand on avait été bien reçu chez des parents ou chez des amis, c'est-à-dire quand on avait bien mangé, sur le chemin du retour, maman ne manquait jamais de dire « Ah ben, nous avons été bien soignés », vous voyez. C'est-à-dire que l'être bien soigné, c'était la reconnaissance de l'hospitalité d'un jour qui avait été heureux, quoi. Voilà. Alors, ça concerne bien sûr donner soin, avoir le souci d'eux. Ça concerne évidemment les parents et ça concerne les professionnels, les thérapeutes, les travailleurs, enfin les médecins, les soignants, etc. C'est-à-dire que d'avoir à soigner quelqu'un au sens médical du terme n'exclut pas évidemment qu'on ait le soin de la personne et le souci de son devenir. C'est même une chose très humaine, si on peut dire comme cela. Voilà. Alors Winnicott ajoutait aussi une chose qui, je crois, est importante pour un certain nombre de nos auditeurs, c'est que c'est aussi la tâche de l'institution
de soigner les sujets qu'elle accueille et les gens qui y travaillent. Et c'est une question quand même très d'actualité. Puis avec tout ce qui se passe avec la saturation des hôpitaux, on sent bien que, oui, avoir le soin qu'un ministre, par exemple, de la Santé, le soin des soignants, ça serait quand même une bonne chose pour nous tous. Ouais. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Je vous entends. Alors, Winnicott, Donald Winnicott, comment travaillait Monsieur Winnicott? Alors, il avait une façon assez originale de travailler, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas, alors c'est surtout une chose qui, moi, m'a paru très importante par rapport à certains éléments figés de certaines institutions, notamment psychanalytiques, il n'hésitait pas à prendre le temps qu'il fallait au patient pour arriver, j'allais dire, à son terme, aussi bien au terme de son expression, en termes d'expression, qu'au terme de on pourrait dire, de sa naissance, quoi. Moi, je crois très profondément que dans la psychanalyse, il y a un enjeu de naissance de soi-même comme sujet de la parole, comme sujet du désir, et que cette naissance-là a souvent été entravée par des éléments de la vie, des traumas, des viols, des violences, enfin plein de choses qui peuvent survenir. Et que Winnicott, lui, était vraiment dans un travail de patience au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il avait le goût de prendre le temps. Ce qui est pour moi très important parce que j'ai été confronté à ça aussi dans mon travail d'analyste. Il y avait une autre chose aussi très importante pour lui, c'est que ce qu'on appelle le cadre, en anglais, c'est un mot un petit peu différent de nous. Pour lui, ça devait être un lieu de sécurité pour le patient. Et que ce qui était très important, c'est que le patient puisse se trouver en sécurité et retrouver tout le temps la même chose. Et il raconte je ne sais plus exactement qui c'était, une de ses patientes avait cassé un vase pendant une séance, je ne sais plus comment ça s'était produit, il est allé retrouver et réacheter le même vase pour qu'à la séance suivante, elle retrouve le même cadre, vous voyez, le même élément. Bon, moi je ne serais pas allé jusque-là, mais parce qu'il faut faire aussi avec la conséquence de ses actes, mais pour lui, c'était très important. Une autre chose très importante, c'était que le setting, ce qu'on appelle le cadre analytique, pour lui était tout à fait comparable au mouvement de vie d'un enfant. C'est-à-dire que pour lui, la régression dans le cadre de la psychanalyse, c'était pas tellement une régression temporelle au fait de revenir un bébé, par exemple, ce qui peut arriver. Moi, j'ai travaillé avec un échographiste et on a repéré qu'il y avait certaines positions de patients sur le divan qui étaient très proches des positions d'un bébé dans le ventre de sa mère, par exemple, durant la grossesse. Voilà, c'est des choses très troublantes, mais très émouvantes en même temps parce qu'on dit, la personne, elle est dans un mouvement qui est pas seulement, vous voyez, parce que souvent on porte un jugement plutôt péjoratif sur la régression, mais pas du tout. Pour Winnicott, la régression, c'était la régression à la dépendance dans laquelle pouvait être un bébé, dans le rapport avec sa maman, ses parents, et que c'est vrai que dans le transfert, il y a des mouvements comme ça de dépendance, qui sont d'ailleurs très risqués, pour tous les deux, pour le patient et pour l'analyste, mais qui sont très vivants parce qu'on se dit, si on peut se laisser aller à une telle dépendance, c'est le signe d'une confiance on pourrait dire, dans le transfert et dans le fait de pouvoir mettre en œuvre son issue. Un autre point, alors, qui était très troublant parce qu'il n'est pas partagé par tous les psychanalystes, lui, il disait quand la relation est bien établie, il n'y a aucun obstacle à ce que le patient fasse usage du psychanalyste. C'est-à-dire qu'il use du psychanalyste jusqu'à l'user lui-même. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est qu'il y a des patients, on pourrait presque dire, leur travail, c'est un peu de nous user et de ne pas nous laisser aller à l'usure, vous voyez, pour pouvoir continuer à vivre. Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la permanence du lieu de sécurité et de la relation, pour Winnicott, il y avait quelque chose de très important et moi, je partage vraiment. Il disait, mais si le patient a des fantasmes de mort à notre égard, c'est très important qu'il puisse les exprimer, mais que nous ne soyons pas en réaction avec ces fantasmes-là, en lui disant que c'est absurde, qu'on est bien vivant, ou vous voyez, un truc purement imaginaire, un truc d'écho, mais que l'enjeu, c'était que, alors qu'il avait fantasmé notre mort pendant toute la semaine, quand il revient à la séance, il nous retrouve vivants, vous voyez, et là, l'accueillant, et lui en voulant pas de l'agressivité ou des fantasmes de destruction qu'il a pu avoir
à notre égard. Et pour Winnicott, les retrouvailles étaient tout à fait nécessaires à l'inverse des réactions de réversibilité ou de représailles. Voilà. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc Winnicott extrêmement mis en avant, très connu, très renommé, mais quelles sont les principales avancées de Winnicott? Pourquoi en parle-t-on autant? Qu'a-t-il apporté de nouveau? Alors, il a apporté en fait beaucoup d'éléments nouveaux, mais qui sont restés très discrets en dehors, je dirais, de la sphère anglo-saxonne, parce qu'il était très original. Alors, ce que je voudrais dire, je vais avancer quelques mots, puis après on entrera plus dans le détail. D'abord, il a avancé la question de l'objet et des phénomènes transitionnels. Ça, c'est un de ces éléments. Il a beaucoup parlé de l'importance de l'environnement. Alors, il faut dire une chose, on y reviendra tout à l'heure, ou dans une émission prochaine, c'est que environment en anglais, c'est plus large que environnement en français. C'est un terme qui est plus large. Il a beaucoup insisté sur le jeu et la créativité. Ça, c'est vraiment décisif. Et le jeu, en anglais, ils ont deux mots. Ils ont playing, et game. Game, si vous jouez, comme ça, c'est un jeu, c'est game. Et alors que le jeu, c'est un peu comme on dit nous, le jeu d'un acteur, vous voyez. Il a beaucoup parlé de l'ère transitionnelle et de l'espace potentiel. Enfin, il a innové beaucoup. Alors, je vous propose donc d'aborder des éléments de son originalité. D'accord, allons-y. Alors, on va commencer par trois mots qui permettent d'introduire à l'œuvre de Winnicott, qui est quand même très large, très dense. Alors, je fais une petite précision. Comme je disais tout à l'heure, Winnicott écrivait en anglais. Il a été traduit en français par différents traducteurs, mais pas toujours de façon heureuse. Il y a par exemple des mots qui manquent, des choses surajoutées. Donc ce qui fait que moi j'ai été amené, avec d'ailleurs l'association française Winnicott, souvent de reprendre un peu certaines traductions. Alors on va commencer par trois termes qui lui étaient chers. Alors je vais les présenter en anglais puis je vais les dire ce qu'ils recouvrent. Le premier c'est object presenting, donc le deuxième c'est handling. Et le troisième, c'est holding. Bon, les mots sont assez connus dans le langage courant, mais on va essayer de cerner ce qu'il recouvre chez lui. Object presenting, c'est la présentation de l'objet. Donc, ça nous ramène à comment un objet est présenté à un bébé qui n'a pas encore été nourri, par exemple, et comment de cette présentation naît l'objet. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure plus longuement ou dans une autre émission, parce que le premier objet qui va être présenté au bébé, c'est le sein. Mais il faut bien préciser quelque chose. C'est que le sein, c'est le premier objet d'un bébé, c'est le premier objet nourricier et c'est le premier objet de la pulsion, mais ce n'est pas le premier objet du désir. Le premier objet du désir d'un bébé, comme de tout être humain, c'est d'être reconnu par un autre et puis c'est surtout d'être en relation avec quelqu'un. C'est ça l'objet du désir. Alors, le handling, donc hand, en anglais, c'est la main. C'est la manière dont une mère manipule le corps de son bébé au cours des soins qu'elle lui prodigue. Il s'agit de tous les actes concrets de la vie quotidienne, par exemple, qui sont d'importance complètement vitale en néonatologie ou en réanimation néonatale, parce que, comme le disait très justement Winnicott, ils ne sont précisément pas seulement techniques. Joyce McDougall, qui était une psychanalyste d'origine australienne, me semble-t-il, ou néo-zélandaise, vivant à Londres, avait dit à Laura de Tiville, qui a beaucoup travaillé l'œuvre de Winnicott, qui a publié plusieurs livres sur son œuvre, lui avait dit cette chose: la manière de manipuler un bébé est signifiante comme un langage. Et de fait, dans la manipulation du bébé, il y a une forme du langage, une forme même, on pourrait dire, du style propre à cette maman-là avec ce bébé et ce bébé-là avec cette maman-là. Donc vous voyez, nous avons une ère de manipulation, mais au sens signifiant du terme. C'est pas comme on retournerait un beefsteak dans une poêle, quoi. Enfin, il vaut mieux pas. Ce qui fait que du coup, si on y réfléchit, le temps du change du bébé, le soin qu'on prend à le nettoyer, à lui mettre sa couche, à lui être dans la douceur avec lui, c'est un temps d'échange. Vous voyez, donc on n'est pas dans la pure manipulation d'un objet, on est complètement dans une relation humaine.
Et puis le holding, alors le holding, c'est un mot qui a été très commenté dans l'œuvre de Winnicott. To hold en anglais, ça veut dire tenir, et c'est à la fois physique et à la fois psychique. Oui, tenir, porter, oui. Voilà, tenir, porter. Moi, j'ai beaucoup. Alors, je vais vous dire un peu le développement que j'en fais. Cette tenue, elle est d'abord présente dans le ventre maternel. Là, le bébé, il est porté, effectivement. Et puis, le terme de holding s'élargit. Il inclut l'ensemble des soins prodigués aux nourrissons. Il englobe d'ailleurs la fonction de la famille et de la société. Pour Winnicott, le holding, il n'était pas seulement parental, il était aussi social, aussi et beaucoup culturel. Donc, et Winnicott insistait beaucoup pour dire le holding ne tient pas à un savoir maternel, à une quelconque savoir, mais il relève de la capacité à percevoir ce dont un bébé a envie et ce dont il a besoin. Vous voyez? Et alors, c'est très important parce que cette façon de tenir le bébé fait partie de l'enfant lui-même au départ. Ça fait partie de l'enfance. C'est ce que j'appelle, moi, la portance. D'ailleurs, Winnicott dit l'environnement est portant. Il dit is holding. Il porte un individu. Et ce qui est très important, c'est que ce holding est au fondement de la capacité de s'éprouver soi-même, de faire une expérience de soi, de se vivre soi, de se développer soi comme justement soi, pas comme un autre. Alors moi j'ai un peu développé cette notion-là sous le terme de portance, parce que la portance, vous savez, c'est un terme de la physique qui veut dire la capacité à se soulever du sol et à tenir dans les airs. C'est un terme en fait de l'aéronautique, c'est un terme de l'aviation. Parce que les psychologues parlent, ou les psychanalystes parlent beaucoup de contenance, mais moi je me suis beaucoup posé une question. Qu'est-ce qui porte la contenance, vous voyez? Parce que si on est uniquement dans la contenance, on est dans quelque chose qui risque de se fermer sur soi, alors que l'enjeu, c'est de s'ouvrir à soi et à d'autres, évidemment, et au monde. Donc, de la notion un peu d'extrapoler du holding, de cette tenue de se porter. Et Winnicott avait une image très belle. Il disait, quand un enfant passe de bras en bras, il est aéroporté. Vous voyez? C'est une très belle expression. Oui. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Qu'est-ce qui a conduit M. Winnicott à parler d'objets transitionnels? Et déjà, est-ce que c'est lui qui a découvert ceci? Alors, oui, transitionnel, ça veut dire, ça insiste, vous voyez, sur la transition. Il faut voir aussi que transition en anglais, c'est pas transition, c'est pas non plus tout à fait comme en français. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que l'objet transitionnel, c'est vraiment une découverte clinique de Winnicott. Et ce, dès 1951 et même un petit peu avant. Ce qu'on a appelé, par exemple, le nounours, le doudou, on a vu là, tout récemment avec la guerre en Ukraine, combien d'enfants fuyaient la guerre avec leur maman en emportant leur doudou ou un petit nounours, ou ce qui leur restait, alors que leur papa était mobilisé pour défendre leur pays. Alors, ça m'a beaucoup fait penser au fait que c'est sous les bombardements de 1944, Londres ayant été bombardée, beaucoup d'enfants étaient dans le métro parisien, et c'est à ce moment-là que Winnicott a découvert l'importance des objets avec lesquels les enfants se repliaient pour échapper au bombardement. Et c'est comme ça, c'est à partir de cet événement-là, de la guerre, qu'il a parlé de ce qui allait devenir pour lui l'objet transitionnel et les phénomènes transitionnels. Et on a vu ça tout au début de la guerre en Ukraine, des enfants serrant fort leur peluche contre leur corps comme une sorte d'arme. On espère qu'elle soit aussi efficace que les autres, mais on sent bien que le doudou ne protège pas de la mort, mais même s'il permet de vivre dans la détresse de la guerre. Ou un bon doudou a des pouvoirs magiques. Voilà, exactement, tout à fait, exactement, absolument. Il a celui de pouvoir tenir dans la vie et c'est pas rien du tout, absolument. Alors, ce qu'il faut dire aussi et qui est tout à fait décisif pour Winnicott, c'est que ça, c'est une chose très importante, c'est que il a pratiquement toujours parlé en même temps des objets transitionnels et des phénomènes transitionnels. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Il a mis sans doute, lui, plus d'importance au phénomène transitionnel qu'à l'objet lui-même. Pourquoi? Parce que, disait-il, ce n'est pas tant l'objet utilisé,
Par exemple, un bout de tissu ou un ours en peluche ou une étiquette d'un vêtement, etc. Ce n'est pas tant l'objet utilisé qui compte, mais l'usage de l'objet, c'est-à-dire l'usage qu'en fait un enfant ou même un adulte. Moi, je connais des adultes qui ont toujours un objet transitionnel avec eux. Alors, je précise une chose, c'est que Winnicott a peu parlé au fait du doudou, au sens comme on en parle habituellement, parce que pour lui, l'objet transitionnel, il faisait la transition entre deux états ou deux moments ou deux situations ou deux personnes, plus qu'il n'est un réconfort. Et ça, c'est intéressant. Il lui disait, si c'est un réconfort, c'est un doudou, mais c'est pas exactement un phénomène transitionnel. Si c'est un pur réconfort, vous voyez, sur lequel l'enfant se crispe ou la personne se crispe pour échapper au monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce que l'objet transitionnel, pour lui, c'était la première possession de quelque chose qui n'est pas soi. Vous voyez, en anglais, il disait ce first not me possession, c'est-à-dire la première possession non moi. Et c'est à partir du moment où on sent bien que c'est une première possession de quelque chose à quoi je suis attaché et qui n'est pas moi, je suis d'emblée dans une relation avec un élément qui n'est pas moi. Vous comprenez ça, C'est-à-dire que Winnicott insiste du coup sur la qualification de transitionnel, ce qui fait que ce qui se passe d'un bébé, par exemple, à cet objet-là. Et j'avais retrouvé une phrase de Montaigne, notre auteur français, qui disait « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, il dit, moi je peins pas l'être, mais je peins le passage quand il décrit quelque chose. C'est-à-dire, on retrouve là l'idée que ce qui est important, c'est dans le transitionnel, c'est le passage, c'est justement l'élément qui va de l'un à l'autre. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.